disais que Babelika, c'est un salon du livre, enfin, c'est un salon du livre dédié à la production éditoriale des maisons d'édition membres de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, que c'est aussi un espace de débat, typiquement ce qu'on est en train de faire ce matin, et c'est aussi un marché des droits et plein d'autres choses. Donc, bienvenue à cette première table ronde, donc, avec comme invité Lilian Thuram, dont nous avons coédité Les Étoiles Noires en 2014. C'était une douzaine de maisons d'édition d'Afrique subsaharienne, d'Haïti, d'Algérie et de Madagascar, qui a donné lieu à une tournée sur laquelle on va peut-être revenir tout à l'heure, mais aussi à la Pensée Blanche, son ouvrage en cours de coédition. Donc, là, je vais peut-être passer la parole à Serge aussi qui est là, pour qu'il se présente. T'entends, Yasmine, désolé pour la vidéo, je ne sais pas ce qui se passe. Habituellement, je m'en sors plutôt bien. Est-ce que j'ai la parole maintenant? Oui, on t'entend, Serge. Ben, super. Une fois de plus, bonjour à tout le monde et bonjour spécial à Lilian Thuram. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Serge. Super. Alors, on va y aller tout droit parce que. Alors, Lilian Thuram, encore une fois, bonjour. Je voulais peut-être, avant de vous poser une ou deux questions dans le cadre de cet échange, faire un petit rappel, rappel portant notamment sur l'apparition en 2014 de la version panafricaine et haïtienne de votre premier ouvrage, Mes Étoiles Noires, parution qui a impliqué 12 maisons d'édition, ce qui a permis d'imprimer une bonne dizaine de milliers d'exemplaires et donc de permettre à une dizaine de milliers de familles, très généralement exclues de la pratique de la lecture, d'y accéder, moyennant le prix spécial qui avait été retenu pour que ce livre soit diffusé le mieux possible. Je rappellerai que ce livre se vendait ici, notamment au Cameroun, à 4,50 €, c'est-à-dire 3 000 francs CFA. Je voudrais aussi rappeler que ce premier ouvrage a été traduit en plusieurs langues et donc une version jeunesse, album, est en cours de publication chez La Martinière. Alors, ce premier ouvrage publié chez Philippe Ray a donc retenu l'attention donc de ces 12 maisons d'édition africaines. Dans le même sillage, un autre ouvrage qui implique cette fois-ci 9 maisons d'édition africaines est en cours de reproduction. Cet ouvrage intitulé La Pensée Blanche, qui, encore une fois, aura bénéficié non seulement de l'appui de votre fondation, mais également des facilités offertes par votre éditeur Philippe Ray, et donc qui va coûter 7 €, 7 € contre 20 € en France. C'est en adaptant ces prix que nous qualifions ce processus de coédition solidaire. Et donc, pour ne pas paraître oublieux, je voudrais spécialement vous remercier pour votre disponibilité et l'énergie que vous mettez à nous accompagner dans ce processus de coédition. Alors, évidemment, adresser aussi mes sincères remerciements à Philippe Ray, votre éditeur français. Alors, vous avez très bien fait dans ce deuxième ouvrage, La Pensée Blanche, de faire la nuance. Ah, ben super, donc ma vidéo est revenue. Euh, Super. je suis vraiment un peu déboussolé, mais c'est pas grave. C'est bon, Alors, on te voit. super. Alors, j'essaie de me reprendre. Liam Thuram, nous sommes en 2023, c'est-à-dire 15 ans après l'entame de votre combat, pour essayer de renverser la table et changer les pratiques de discrimination raciale qui gagnent toujours du terrain. Et on a le sentiment peut-être que plus on s'y met, plus l'horizon s'éloigne. Est-ce que d'après vous, bon, 15 ans, c'est pas grand, c'est pas beaucoup pour un combat aussi profond, mais selon vous, est-ce que ce sentiment d'être dans une sorte de mythe décisif, d'un éternel recommencement dans les actes, les pratiques, les paroles, les regards dédaigneux, est-ce que ça ne vous laisse pas le sentiment que vous êtes engagé sur un terrain un peu utopique?
Alors, avant la réponse de Serge, excusez-moi, hein, Lilian, hein, je suis désolée, mais avant la réponse de Serge, hein, je voudrais, hein, pour recadrer un peu le débat, présenter un peu notre invité. Juste à ceux qui sont en ligne et qui, enfin, il y a aucun danger qu'ils ne le connaissent pas, mais bon, une petite description, enfin, une petite présentation sommaire, je pense que ne serait pas superflue. Donc, en fait, enfin, Lilian Thuram est tout sauf inconnu, c'est vrai. Il suffirait de taper son nom sur un moteur de recherche pour qu'on ait une affluence de données autour de lui. Donc, je ne vais pas tellement parler du Lilian Thuram officiel. Je voudrais plutôt vous présenter ce matin le Lilian Thuram tel qu'on l'a rencontré au cours de la tournée qu'il a faite à Lomé. Et là, je viens de remarquer que ça fait pile 7 ans. C'était en septembre 2015, une tournée qu'il a faite dans 5 villes du Togo. Donc, outre évidemment sa carrière fantastique de footballeur, ses écrits, dont la plupart sont primés, et ses actes, enfin ses actions au sein de sa fondation, la Fondation Lilian Thuram euh, pour l'éducation contre le racisme et pour l'égalité. Donc, évidemment, tous ces faits-là ne sont pas méconnus du grand public. Mais le Thuram dont je voulais vous parler ce matin, c'est celui qu'on a accueilli il y a 7 ans donc, et qui est arrivé à Lomé, qui nous a vraiment impressionnés par sa simplicité. Parce que je me souviens, il y avait beaucoup d'officiels qui étaient arrivés en costard-cravate et lui, il est arrivé en toute simplicité, une simplicité qui nous a vraiment impressionnés favorablement. On a été aussi impressionnés par sa façon de, comment dire, euh, là, avant de préparer cette présentation, j'ai demandé à quelques personnes qui étaient là au cours de cette tournée. Et quand je leur ai demandé comment vous décririez l'Union Thuram, tous ont dit, mais très avenant, bienveillant, euh, très sociable, généreux. Et ça, c'est les aléas aussi de la machine, parce que j'avais prévu de montrer quelques photos de la tournée qui en auraient dit long sur Lilian Thuram, parce qu'il n'y a pas une seule photo où on ne le voit pas interagir avec les gens qu'il ne connaissait pas quelques minutes avant, et surtout les enfants, et on a été vraiment impressionnés à la fois par le savoir, cette façon de le transmettre. Et pour quelqu'un enfin, engagé comme lui, il y a pas meilleure façon pour faire passer des messages. À ça, on ajoutera aussi que, enfin, depuis qu'on se prépare pour cette coédition sur la pensée blanche, on pense qu'il est aussi quelqu'un de courageux, parce que c'est pas évident, hein, de sortir des sentiers battus quand, a priori, rien ne nous y oblige. Et pour nous, c'est quelqu'un de courageux, d'engagé, et c'est pas des mots en l'air. En tout cas, globalement, et Christiane est là, elle s'accorde avec moi à dire que c'est quelqu'un dont les actes correspondent aux propos. Et pour nous, c'est quelqu'un d'authentique. Et c'est pour ça que tout ce qu'on pourra faire pour faire avancer ces idées-là, on le fera. Non, je redonne la parole à Serge. Désolée de t'avoir interrompu. Merci, Laurent. Merci, Yasmine. Je reprécise ma première question à Thuram. J'avais Euh, vraiment à cœur nous sommes, de le présenter. Merci, Yasmine. Thuram, encore une fois, merci. Alors, nous sommes 15 ans après l'entame de votre combat contre le racisme.
on a ce sentiment d'un éternel recommencement. Il y a plein d'autres acteurs qui sont intervenus avant vous. Vous avez choisi la voie de l'écriture pour justement faire passer votre message. Mais on a l'impression chaque jour que c'est un éternel recommencement, les actes, les regards, les condescendances. Donc, le racisme, il est là, il est présent, et plus on s'y met dans le combat, on a le sentiment que l'horizon s'éloigne. Est-ce qu'il faut percevoir dans ce éternel recommencement une forme d'utopie dans la démarche et le combat qui est le vôtre? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'entends beaucoup de remerciements. Je pense que s'il y a quelqu'un qui devrait dire merci, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai quand même la chance que vous puissiez accompagner le livre. Et si vous n'avez pas eu l'envie de m'accompagner, ce livre n'existerait pas justement dans tous ces pays. Donc, un grand, grand merci. Après, effectivement, je pense que dans la vie, il faut être simple. C'est déjà assez compliqué. Donc, je pense que être simple, c'est la meilleure façon de traverser ce temps où nous sommes ensemble. Et essayer de transmettre le plus facilement les choses qui nous paraissent fondamentales aux enfants. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours donner des explications pour qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et je reste persuadé qu'à partir du moment où vous avez conscience de certaines choses, vous pouvez vous mettre en action ou pas. Mais en tout cas, lorsque vous comprenez, il y a plus de chances que vous puissiez vous mettre en action. Pour la question, est-ce que l'horizon ne s'éloigne pas? Vous savez, souvent je dis à mes enfants que tout est une question de point de vue. Euh, je me situe, nous nous situons dans un processus historique, c'est-à-dire que nous sommes dans une continuité historique et chaque génération doit faire un travail. Et je reste persuadé que si nous sommes honnêtes, il est préférable de vivre aujourd'hui que, que lorsque, par exemple, mon grand-père est né ou ma maman est née. Je pense que la problématique du racisme était plus présente, était d'une grande violence. Et donc ça, il faut pas il faut aussi dire la vérité. C'est-à-dire que si on dit que rien n'a changé, en fait, on invite notamment les plus jeunes à, à penser qu'en fait, ça sert à rien de faire quelque chose puisque rien ne change. Alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même de moins en moins, ou voire pas du tout de pays où est-ce qu'il y a des lois racistes, par exemple. Vous savez, c'est exactement la même problématique lorsqu'on parle du sexisme. Je dirais que il faut dire aujourd'hui que l'égalité homme-femme est plus présente que dans le passé. Et avoir conscience de cela, c'est encourager les jeunes garçons, filles à continuer justement à dénoncer les injustices. Et donc, moi, je reste persuadé que lorsqu'on regarde le passé, en fait, ça nous oblige, par respect, et moi, c'est quelque chose qui est très, très présent tous les jours, par respect pour les aînés, pour les ancêtres, à continuer le travail. Parce que s'il y a cette facilité de dire, de faire les choses, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui ont fait le travail et au prix de leur vie parfois. Et donc, tout à l'heure, vous dites que je suis courageux, mais en fait, non, je suis pas courageux. Euh, en fait, ce qui est très intéressant, c'est comment l'histoire des dominations fait croire à certains qu'on n'a pas le droit de dire ou de faire autrement. C'est à quel point on a intériorisé la peur. Voilà pourquoi il est intéressant d'écouter les anciens, de lire les anciens. Par exemple, qu'on parle de la peur, vous voyez, Aimé Césaire l'avait dit, c'est-à-dire que ceux qui ont été dominés ont été éduqués à la peur. Et donc, ça aussi, il faut qu'on puisse se questionner, comprendre ce qui se joue et comment on peut sortir de ces mécanismes
pour tout simplement parler et dire les choses comme elles sont. Et puis, plus on les dira, plus on sera nombreux à ouvrir les yeux et à se dire que ben, les choses peuvent être différentes. Mais d'ailleurs, vous savez, l'actualité en ce moment dit beaucoup de choses sur une prise de conscience qu'il faut changer. Yasmine, il faut que tu réactives ton son. Yasmine, réactive ton son. Non, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, Oui. parfait. Alors, du coup, je n'ai plus. Voilà. C'est bon? Oui, Alors, pour ce combat, enfin, ce combat-là, vous avez choisi de le mener à travers votre fondation, mais aussi à travers vos écrits. Et là, je songe particulièrement à la pensée blanche. Donc, la pensée blanche, pour que ce soit clair, c'est cette pensée-là qui hiérarchise les humains en fonction de la couleur de leur peau. Et vous précisez bien que ce n'est pas la pensée des Blancs, qu'elle est également intériorisée par les non-blancs, par la plupart même des non-blancs. Alors, dans cet essai que j'ai trouvé très documenté, très dense, et je vous remercie notamment pour la bibliographie qui est vraiment une immense source de savoir à venir. Donc, vous disiez donc, vous avez choisi dans la pensée blanche d'interroger une certaine catégorie de personnes que vous appelez, enfin, certaines catégories plutôt, que vous appelez la catégorie blanche. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait tout aussi crucial de comprendre pourquoi, malgré tous les travaux qu'il y a eu pour montrer que ces dominations, en fait, sont purement idéologiques, et des travaux, il y en a eu, hein, votre biographie en parle largement. Donc, malgré tous ces travaux, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les Noirs, les non-blancs en général, de sortir de ces prisons identitaires? Est-ce que, parce que l'autre pendant de la question, c'est si on peut comprendre la réticence de certains blancs à entendre ce discours, pourquoi est-ce que les Noirs aussi euh, ont du mal à dénoncer ces faits, à, à vouloir sortir de ces prisons identitaires? alors vous savez, tout d'abord, lorsque j'ai écrit La pensée blanche, je voulais questionner aussi un système économique. C'est-à-dire que le système économique dont, par exemple, l'esclavage, la traite négrière, a besoin de construire un discours pour légitimer sa violence. Et donc, le discours qui a été construit, c'est la hiérarchie selon la couleur de la peau. Et donc, c'est le suprématisme blanc. Et le suprémacisme blanc a une profondeur historique très importante. Et donc, cette idéologie nous a éduqués depuis plusieurs siècles. Et donc, comme en règle générale, notre éducation est basée sur la répétition, c'est-à-dire que on fait comme on a toujours fait, c'est-à-dire parfois sans réflexion. Et donc, c'est pour cela que c'est très difficile de s'échapper de cette idéologie. Et surtout, cette idéologie est extrêmement proche de nous. Et cette idéologie est encore présente parce que il y a aussi une domination économique. Et donc, lorsqu'il y a domination économique, il y a aussi domination idéologique, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire d'un point de vue. Par exemple, très souvent, je discute avec les enfants et je leur demande qui est Christophe Colomb, par exemple. Les enfants me disent que c'est celui qui a découvert l'Amérique. Donc, je leur dis, fermez les yeux, vous êtes sur le bateau, est-ce que vous voyez les gens sur la plage? Et donc, il me dit, ah bon? Oui, je dis oui, il y avait des gens sur la plage. Mais les gens sur la plage ne disent pas que Christophe Colomb a découvert l'Amérique parce qu'ils étaient là. Mais qui raconte l'histoire? Et si demain, vous dites, ben non, il y avait des gens sur la plage et ces gens, on n'entend pas leur histoire. Et si tout d'un coup, ces personnes commencent à raconter leur histoire, en fait, cette idéologie de domination peut vous raconter qu'en fait, vous ne racontez pas la bonne histoire. Et c'est ça qui est puissant.
Ça veut dire que même si vous êtes du côté de la vérité, vous emmenez un autre point de vue, en fait, l'idéologie dominante va vous expliquer que non, cette histoire n'est pas valable parce que vous êtes en train de réécrire l'histoire. Et donc, voilà pourquoi il est intéressant justement d'analyser les choses tranquillement, sereinement, et montrer que cette idéologie est encore présente. Donc, ça veut dire que nous vivons non pas dans un passé, mais dans un présent qui construit encore cette idéologie, et cette idéologie qui crée encore des hiérarchies selon la couleur de la peau. Mais parfois, on ne se rend pas compte parce que c'est tellement ancré. Dernièrement, j'étais en visite dans un pays en Afrique et je discutais avec certaines personnes, mais ils rêvent encore, à travers leurs actes et leur façon de penser, d'être blancs, d'être plus clairs. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas stupides. C'est parce que autour d'eux, ils ont bien compris que, par exemple, si vous aviez la peau plus claire, eh ben, vous allez avoir plus de probabilité de réussite dans votre vie sociale. C'est-à-dire que si une femme est beaucoup plus claire de peau, eh ben, les hommes noirs vont être beaucoup plus attirés par cette femme plus claire. C'est ça la réalité. Et donc, je pense que à partir du moment où on discute de certaines choses, c'est qu'on peut ouvrir les yeux et se dire, ah, mais c'est pas faux tout ça. Mais chacun de nous, on y participe. Et donc, voilà pourquoi il est intéressant justement de dire, voilà, la pensée blanche, ce n'est pas la pensée des Blancs. C'est la pensée qui voudrait faire croire qu'il y aurait une hiérarchie et que être blanc, c'est mieux. Mais beaucoup de personnes non blanches le pensent ou l'ont intégré. Et moi, par exemple, dans le livre, je raconte... non, dans le livre, j'en parle pas beaucoup d'ailleurs. Ça prouve que je suis pas si courageux que ça, parce que dans le livre, j'en parle pas. Il y a quelque chose que je voulais aborder dans les livres, mais après, je me suis dit, bon, connaissant la presse, ils vont pas parler du fond, ils vont parler que de ce sujet. Mais lorsque j'étais joueur de foot, très souvent, j'embêtais un petit peu mes camarades de joueurs noirs en leur disant, mais c'est bizarre quand même, parce que la grande majorité des joueurs noirs, en fait, leurs femmes ne sont pas noires. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous pensez que les femmes blanches représentent la beauté? Et donc, ils me disaient, ah, ça suffit, arrête de nous embêter. Et donc, en fait, si vous voulez, lorsque vous analysez un petit peu la société, ben, en fait, on retrouve très souvent ces schémas de domination selon la couleur de la peau. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'en discuter tranquillement, sereinement, parce que, en fait, je trouve que parler de ces sujets, souvent, on a l'impression que c'est compliqué. Et moi, je pense que pas du tout, en fait. C'est juste parler, c'est une analyse de la société et essayer d'avancer, de discuter. Et il n'y a rien de tabou. C'est bon? Vous Oui. m'entendez? Alors, et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent, enfin, qui après avoir lu cet essai, pensent que c'est un peu du racisme à l'envers, c'est une façon d'essentialiser justement les Blancs aussi, parce qu'on a entendu ce discours aussi, hein. C'est pour ça que, enfin, je trouvais que c'était quand même courageux, parce que c'était à prévoir. Donc, est-ce que vous répondez à ces gens-là? Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. C'était à prévoir. C'était à prévoir. Oui, donc à partir du moment où vous savez ce qui va peut-être se passer, ben, il n'y a pas de problème. Vous savez, ce qui est très intéressant, par exemple, avec ce livre, euh, lorsque j'ai discuté avec ma maman en lui disant, tiens, je suis en train d'écrire un livre et j'aimerais l'intituler La pensée blanche. Elle m'a dit, non, 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 faut pas écrire ce livre-là. Faut pas, non, 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 non. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais non, tu vas avoir des problèmes et tout. Et je dis, mais d'ailleurs, maman, c'est bizarre parce que le titre du livre, c'est pas La pensée des Blancs, c'est La pensée blanche. Donc, en fait, tu m'écoutes pas. En fait, j'ai fait cette expérience avec beaucoup de mes amis, moi. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, ils avaient tous peur pour moi. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant comment vous avez intégré la peur. C'est-à-dire que je me souviens lorsqu'on était enfant et lorsqu'il fallait dire euh, les blancs,
en fait, on regardait autour de nous pour savoir s'il y avait un blanc. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Alors que dans l'espace public, on entend très souvent les Noirs, les hommes de couleur. En fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est prendre conscience qu'effectivement, nous avons été éduqués dans un processus qui nous conditionne. Chacun de nous, nous sommes conditionnés dans un sens et il faut réfléchir à ce conditionnement pour pouvoir y échapper. Et vraiment, la grande majorité des gens qui se sont arrêtés à dire que ce livre était un livre anti-blanc, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le livre. Ou, en fait, ils ne veulent pas qu'on réfléchisse à ces sujets. Parce qu'encore une fois, vous savez, lorsqu'on parle de domination, que ce soit lié à la couleur de la peau, que ce soit lié aux gens ou à la sexualité, en fait, si ça dure autant de temps, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent que les choses ne changent pas. C'est ça la réalité. Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous savez qu'effectivement, en face, il y a des gens qui ne veulent pas le changement, donc vous savez ce qui va se passer. Et je dois avouer que le livre a été, en règle générale, très bien accueilli. Vraiment. C'est-à-dire que le livre a été traduit dans plusieurs pays et ça a créé des débats. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai une amie à qui j'avais offert le livre et donc elle emmène le livre chez elle et son mari lui dit non mais c'est quoi ce livre-là? C'est un livre raciste contre les blancs. Et donc ma copine c'est une blanche, son mari est blanc aussi. Et donc, elle me raconte cette histoire et je lui dis, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses de ton mari. C'est-à-dire, il faut quand même que tu puisses savoir que ton mari n'a pas lu le livre. En lisant le titre, tire une conclusion que c'est un livre contre les Blancs et que je serai raciste. Demande à ton mari, tout d'abord, pourquoi il pense ça. Demande à ton mari de lire le livre et après, on en discute. Et donc, ton mari, bien évidemment, mis en difficulté par le discours, a lu le livre et a fini par dire « Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, c'est incroyable. » Et j'ai beaucoup d'amis qui, après avoir lu le livre, me disent mais comment vous faites pour subir tout ça? Et je dis, mais parce qu'en fait, pas de choix. Mais lorsque vous êtes non blanc, vous savez exactement ce qui se passe. C'est les personnes blanches, très souvent, qui ne savent pas. C'est comme, je sais pas, moi, la relation de domination des hommes sur les femmes. En fait, les femmes savent très bien ce qui se passe. Ce sont les hommes qui, parfois, ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et même si vous êtes conscient, en fait, vous préférez ne pas l'être. Parce que ça vous emmène à vous questionner, en fait, sur qu'est-ce que vous faites pour que les choses changent. Et donc, non, dans l'ensemble, le livre a été très bien accueilli. Je suis extrêmement content et ce n'est pas une question de courage, en fait, parce que c'est essayer justement dans une certaine continuité historique pour faire avancer les choses. Serge? Oui, alors, j'enchaîne pour effectivement faire remarquer qu'effectivement, évidemment, on est très content comme ça d'avoir un personnage comme vous qui ne reste pas les bras croisés devant des situations aussi injustes que ce que nous vivons dans l'espace du racisme. Et d'ailleurs, vous l'avez vous-même rappelé, parce que j'ai eu la chance que mes confrères et consoeurs me concèdent le rôle de marketer le projet de la version panafricaine qui est en cours, que je peux d'ailleurs vous présenter ici. Ah, Alors, deux éléments ont retenu mon attention durant ce processus. Il y a cette épigraphe, cette citation de James Baldwin que vous avez mis en rabat de couverture qui dit « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. » C'est très bien qu'évidemment, ça permet de comprendre le sens de votre combat. Mais je suis davantage intéressé, peut-être pas pour moi, mais pour ceux qui liront l'ouvrage demain. Il y a cette fameuse carte que vous avez dans le livre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette carte d'Arnaud Peters? Quel était le message que vous vouliez passer? alors, le message était simple, c'est-à-dire tout est une question de point de vue, mais vraiment. C'est-à-dire, voilà pourquoi il faut démultiplier les points de vue pour pouvoir avoir l'intelligence
de regarder et d'accepter les choses que parfois vous ne comprenez pas. C'est à l'écoute. Et cette carte-là, je l'avais emmenée au Sénégal parce qu'il y avait une fondation qui m'avait remis un prix, la fondation Kimembaï. Et donc, j'avais ramené cette carte en mettant l'Afrique au centre. Et donc, ça avait perturbé tout le monde en me disant, mais Futuram, cette carte-là n'existe pas. Je disais, mais attendez, mais cette carte n'existe pas avec l'Afrique au centre. Mais la Terre est en ronde, on peut faire la carte comme on veut. Et si on veut mettre l'Afrique au centre et en haut, il n'y a pas de sens. Et donc, ça m'avait surpris parce qu'effectivement, les gens me disaient que non, c'est pas possible, ça ne pouvait pas exister comme ça. Et lorsque je parle de conditionnement historique dans les hiérarchies, en fait, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer de point de vue. Vous pouvez aussi donner votre point de vue et mettre en avant votre point de vue. Et ce qui est très intéressant pour moi lorsqu'on parle de racisme, c'est comment le racisme enlève quelque chose de fondamental, c'est l'estime de soi. Parce que je crois que chaque enfant a besoin d'avoir une bonne estime de lui-même pour penser qu'en fait qu'il est capable de donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'à travers les images, à travers les histoires qu'on raconte, il faut faire très attention à donner de la nourriture qui vont permettre à ces enfants-là de se développer. Et je reste persuadé que si sur le continent africain, effectivement dans les écoles, il y avait une carte du monde où l'Afrique sera au centre, en fait, il y a déjà une autre façon de penser le continent, une autre façon de penser, de se penser en tant qu'Africain. Et voilà pourquoi j'avais offert cette carte au Sénégal. Et j'espère qu'un jour, effectivement, sur le continent africain, la vision du monde sera celle-là. En fait, ça m'avait interpellé une fois, j'avais été à Cuba. C'était au musée d'art contemporain de Cuba, je crois. Et il y avait la carte du monde. Et quand on se rapprochait pour observer cette carte du monde, en fait, cette carte du monde était faite qu'avec des tout petits Cuba. C'est-à-dire, c'était juste surréaliste. L'artiste qui avait fait ça, en fait, Cuba était le monde. Et donc, ça m'avait amusé. Et je me suis dit, quand j'ai pensé à offrir ce cadeau, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de mettre l'Afrique au centre. Parce que chacun de nous devons être au centre de soi-même, parce que nous devons être nous-mêmes. Et je pense que quand nous sommes nous-mêmes, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Ça veut dire que si vous avez un problème avec vous-même, parce que très souvent, les gens qui ont un problème avec eux-mêmes, ça peut se transformer par une très, très mauvaise estime de soi-même ou par une grande prétention. Parce que pour moi, les gens très prétentieux, c'est qu'en fait, ils ne sont pas vraiment en accord avec eux-mêmes. Ils donnent une image de surpuissance, mais en fait, ça masque quelque chose. Et je pense que si vous êtes en accord avec vous-même, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres et de comprendre les autres. Alors, restons sur cette carte d'Arnaud Puter. Rappelons qu'Arnaud Puter, c'était un historien et cartographe allemand, malheureusement décédé il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Alors, cette carte du monde, ce n'est pas celle que j'ai étudiée quand j'étais au lycée. Donc, et ça participe de ce que vous dénoncez, à savoir aussi des vérités de blanchiment d'histoire. Alors, ce qui me surprend, maintenant que cette carte révèle la réalité de notre planisphère, pourquoi les Africains ne s'y mettent pas? Pourquoi on ne reformule pas? On ne remet pas l'église au centre du village et il faut dire aux enfants qui sont aujourd'hui en apprentissage que voilà la vraie carte du monde. Pourquoi les éducateurs africains hésitent à profiter de ce legs cartographique? Est-ce qu'il y a une sorte de... Est-ce que les gens ne croient pas assez en ce que même la science cartographique leur révèle avec les travaux de Peter Arnos? Est-ce qu'il y a une forme de nihilisme dans ce phénomène de lutte contre le racisme? Alors, disons qu'on ne peut pas dire que c'est la vraie carte du monde. Disons, c'est un autre vue. Oui. Très important. Disons que c'est la carte du monde avec les vraies proportions. Ça, c'est vraiment
parce que généralement, ce n'est pas les vraies proportions. Là, c'est les vraies proportions. Mais s'il y a une carte du monde avec l'Australie au centre, mais ça marche aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a les vraies proportions. Mais je reste persuadé que c'est par habitude. Vous savez, très souvent, on ne se rend pas compte que souvent, nous reproduisons des habitudes. Et lorsque vous intervenez en disant, non, mais il faut changer, le premier réflexe, c'est qu'on va vous dire, ben non, ça a toujours été comme ça. Et donc, c'est pour cela qu'encore une fois, il faut vraiment prendre conscience de ces conditionnements pour changer notre façon de percevoir le monde, changer notre façon de se percevoir. Mais c'est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, l'idéologie de la suprématie blanche, en fait, c'est des siècles et des siècles. C'est-à-dire que ça se retrouve dans nos façons de penser et c'est beaucoup plus profond qu'on le pense, même dans les proverbes, même dans les attitudes. Par exemple, j'analyse beaucoup ma propre famille quand je suis aux Antilles et je lutte et j'ai lutté pendant très très longtemps. Quand je disais par exemple à ma maman, je lui dis, écoute, maman, alors, tu fais ce que tu veux, parce qu'à la fin, chacun de nous, on fait son droit. Je lui dis, mais si tu as toujours des perruques, si toutes les femmes autour de ta petite fille a des perruques, elle va finir par croire qu'elle ne peut pas être belle avec ses cheveux crépus. C'est-à-dire, moi, je te dis rien, je te dis aussi beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même que vous puissiez dire à cet enfant qu'elle est magnifique avec ses cheveux crépus. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grandir en disant, quand je serai grande, je vais me mettre des perruques. Okay. Bon, bien évidemment, je ne suis pas une femme, parfois je me fais engueuler. Je dis simplement, au moins, varier, je ne sais pas, pour que cet enfant-là puisse grandir en disant, je suis belle et avec mes cheveux crépus. Mais ça vient d'une histoire, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a expliqué que la beauté ne pouvait pas être noire, ne pouvait pas être avec les cheveux crépus. Donc voilà pourquoi aussi les hommes aux Antilles, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, préfèrent les filles qu'on appelle les chabines. Ou par exemple, les enfants naissaient avec des cheveux un peu lisses, on disait qu'il est né avec des beaux cheveux. Par exemple, la génération de ma maman, on lui disait qu'il était préférable d'avoir un mari qui aurait la peau plus claire pour avoir un enfant avec la peau chapée, la peau échappée du noir, la peau moins noire. En fait, ce qui est très intéressant dans cette histoire-là du racisme, c'est comprendre la société d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle du passé, ben, pour moi, c'est juste pour comprendre la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous partez du système économique de l'esclavage, de l'exploitation des hommes, vous devez arriver aussi à la réflexion du système économique qui exploite aussi la nature. D'accord? C'est parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Si on veut parler du racisme qui vise, par exemple, les personnes noires, en fait, il faut comprendre que c'est l'exploitation de l'Afrique. C'est-à-dire, le racisme, c'est pas gratuit, en fait. On comprend. C'est-à-dire, le racisme, c'est un leurre. C'est-à-dire, il faut sortir de ce leurre pour comprendre pourquoi, en fait, on a construit ce discours. Mais c'est l'exploitation. Et pourquoi on a construit, pourquoi on a exploité l'Afrique au moment de l'esclavage de la transatlantique. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, la matière première, en fait, c'était les hommes et les femmes. Donc, il fallait des hommes et des femmes pour leur faire travailler gratuitement. En fait, moi, je pense que encore une fois, c'est vraiment important de dire aux gens que ce qui est très important, c'est questionner les violences du système économique, ne pas se laisser piéger par le discours raciste. C'est-à-dire que sortir de ces catégories liées à la couleur de la peau, en fait, nous oblige à comprendre le système économique et se positionner en tant qu'individu et se dire que, en fait, ben, on va pas se laisser piéger, en fait, parce que c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste une question d'une minorité de gens affairistes liés aux politiques qui sont prêts à tout
pour faire fortune. Et donc, il y a des noirs, il y a des non-noirs, il y a des blancs qui sont exploités. Donc, c'est cette exploitation-là que nous devons questionner. Oui, merci Dylan. J'aurais une question subsidiaire en fin de discussion en rapport avec une possible dénomination de ce qu'on a tant qualifié de vaccin, s'agissant de votre premier ouvrage. Mais peut-être avant d'y arriver, je laisserai la parole à Yasmine. Mais avant d'y arriver aussi, il faut sortir de cette question. Lilian Thuram, porte-voix de l'édition africaine. Est-ce possible? Parce que dans le combat qui est le vôtre, on voit très bien qu'une de vos cibles, c'est la jeunesse mondiale et qu'il faut compter sur elle pour essayer de renverser la vapeur de ces velléités suprématistes desquelles découlent des actes de racisme et autres. Est-ce que vous percevez le livre comme étant une arme pouvant être efficace, une arme pouvant être efficiente pour faire ce combat? Et pour que je n'oublie pas, parce que vous avez dit, il y a un aspect, il y a un angle que vous auriez souhaité aborder dans l'ouvrage, mais par crainte de la réaction médiatique, vous avez abandonné. Peut-être nous allons en reparler dans les prochaines semaines pour voir dans quelle mesure en faire un autre ouvrage, évidemment avec le concours de Philippe Ray et tous les autres éditeurs et éditrices africains qui pourraient s'impliquer, cette fois-là en édition primaire. Parce que chaque fois quand on relance la machine éditoriale, 2, 3 ans après, on a un peu le sentiment d'être un peu à la traîne. Alors, donc, peut-être on va vous faire le pied de grue là, au niveau peut-être de la fondation, je ne sais pas dans quelle rue parisienne, pour faire naître ce troisième ouvrage dans lequel on aimerait vraiment être en première ligne. Donc, encore une fois, Jeunesse mondiale, l'ouvrage, le livre comme arme de lutte contre la suprématie raciale, le racisme et tout. On peut miser sur le livre pour en sortir? Alors, tout d'abord, vous savez, moi, j'ai été éduqué à travers des livres. J'ai été éduqué à travers des histoires de lutte pour l'égalité. Et donc, ce que j'essaie de faire, c'est emmener des connaissances qui permettent aux gens de se mettre en mouvement. Moi, je crois beaucoup à l'éducation, c'est-à-dire que la compréhension vous donne envie de faire et vous ne subissez plus les choses. C'est pour cela que, en règle générale, ceux qui veulent être dominants vont tout faire pour que les dominés ne comprennent pas effectivement qu'ils sont dominés. Et donc l'idée, c'est d'emmener des informations. Et je pense que aujourd'hui comme hier, ce sont les jeunes qui font changer les choses. Toujours, mais parce que ils remettent en question, ils sont éduqués différemment. Et partout dans le monde, aujourd'hui, les plus jeunes essayent de questionner le présent, questionner le passé pour construire quelque chose de nouveau. Donc, l'idée, c'est il faut faire très attention parce que le nouveau peut être d'une grande violence aussi. Attention, hein, ça veut pas, c'est pas parce qu'on va effectivement, on avance dans le temps que la violence ne peut pas revenir. Donc voilà pourquoi il faut essayer justement d'éduquer notamment les plus jeunes à l'idée de faire ensemble, de construire une société plus juste, où est-ce qu'il y aura plus d'égalité entre les personnes selon la couleur, selon le genre, la sexualité, et que en fait, le vrai problème, c'est comment sauvegarder notre planète, en fait. Bien. Alors, je compte sur l'équipe de l'Alliance qui est au niveau de la console pour nous aviser s'il y a des questions au niveau de ceux qui nous regardent en ce moment ou pas. Sinon, on pourrait peut-être profiter et glisser 2 ou 3 autres questions. En une seconde, Lilian Thuram, dites-moi, de vous à moi, quand vous regardez votre fils taper dans le filet, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je vais vous répondre, mais c'est pas de vous à moi, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Oui, non, c'est simplement, je voulais vous dire bravo parce Non, mais que, voilà, écoutez, bravo et à travers vos fils. je suis un papa très heureux. Voilà. Voilà. Ouais, Parce que super, comme ils sont heureux, ça me rend heureux. super, super. Alors, Yasmine, et après, j'aurai une petite dernière question, si le temps nous le permet. Ok, avec plaisir. Yasmine, ton micro. Yasmine, ton micro. C'est bon? Oui, Oui, parfait.
Voilà, puisque j'ai enfin la parole, ben, j'ai aussi quelques questions, dont l'une est liée à l'édition. Et là, j'abonde dans le sens de Serge, pour dire que vous l'avez dit vous-même, pour sortir de ces schémas de domination, ben, il faut que chacun connaisse l'histoire de ses identités. Et donc, c'est pleinement le. Yasmine, Yasmine, ton micro à nouveau coupé. C'est bon? Voilà. Je pense qu'il faut que tu répètes la question du coup, Yasmine. Pardon. Alors, je disais hein, que pour aller à l'encontre de ces schémas de domination, il est important, comme vous l'avez souligné, que chacun connaisse l'histoire des identités. Donc, vous avez parlé du continent, vous avez parlé aussi de votre propre famille, mais pour que ce message aille plus loin et pour aller aussi dans le sens de Serge, est-ce que en plus de cet ouvrage qu'on aimerait faire avec vous, mais directement. En plus de ça, est-ce qu'il ne faut pas envisager des traductions de l'ouvrage dans des langues africaines? Parce que pour nous, clairement, promouvoir les langues pour nous, c'est l'identité. C'est aussi un moyen pour nous de restaurer l'identité. Donc, est-ce que pour vous, porter ce message, c'est pas aussi le porter dans les langues africaines? Donc ça, c'est ma question liée à l'édition. Bah, je vais vous laisser y répondre d'abord et ensuite. Alors moi, je suis totalement, profondément d'accord avec vous. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est ouais, c'est une évidence comme c'est une évidence. Vous avez besoin d'oxygène pour vivre en fait. C'est-à-dire que une langue, c'est pas anodin. C'est-à-dire ça véhicule des siècles de choses en fait. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à une langue par hasard. Et donc pour moi c'est une évidence, une évidence. Quand je parle d'être soi, d'être au centre, eh ben ça passe par la langue, c'est évident. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est euh, lorsqu'on veut euh, coloniser, c'est-à-dire les esprits, la première des choses, c'est faire Absolument, en sorte que les personnes ne parlent pas leur langue et parlent absolument. d'autres langues. C'est pas anodin. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait de l'ethnopsychiatrie, et ben, dans l'ethnopsychiatrie, en fait, très souvent, on va parler la langue maternelle aux personnes qui ont un problème. Parce que dans la langue maternelle est véhiculé beaucoup de choses. Et même le fait de pouvoir parler sa langue maternelle véhicule beaucoup de choses aussi. Et d'ailleurs, la même chose, parce que moi je suis de la Guadeloupe, et souvent je disais à mes amis, mais c'est marrant parce que en fait, lorsque vous parlez aux filles, en fait, vous parlez en français. Pourquoi vous parlez pas en créole? Ils me disent non, mais attends, on va pas parler en créole aux filles. Donc il y avait cette hiérarchie. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est comment on hiérarchise la langue. Et que si, par exemple, vous parlez l'anglais, le français, l'espagnol, eh ben, c'est pas exactement la même chose si vous parlez le Wolof ou une autre langue africaine. Le Parce que mina, très souvent, par exemple, quand je vais dans les écoles, notamment dans la région parisienne, et je demande aux enfants, vous parlez combien de langues? Et en fait, ils vont vous dire espagnol, anglais, mais ils vont pas dire qu'ils parlent des langues africaines. Ils vont oublier. Je leur dis, mais tu parles Wolof? Oui. Alors, je dis, mais pourquoi tu me le dis pas? En fait, pour eux, en fait, c'est pas une deuxième langue. C'est ça qui est très intéressant. Mais moi, je suis totalement, totalement. Mais d'ailleurs, vous savez, tous les intellectuels finissent par dire qu'effectivement, il faut se réapproprier la langue. C'est une évidence. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler le français ou l'anglais. Mais il faut se réapproprier votre propre langue. Et se réapproprier votre propre langue, c'est se réapproprier l'histoire, la culture, se réapproprier
ce que vous êtes profondément. Et pour, alors, vous m'entendez là? Bien sûr. Ok. Pour une tâche d'une telle ampleur, vous ne pensez pas qu'il faille impliquer davantage les décideurs, les politiques, éventuellement même d'autres mécènes pour rendre ce message plus accessible aux, aux personnes à qui elle devrait, oui, à qui devrait s'adresser. Je parle notamment en Afrique, hein, où l'accès aux livres est encore assez problématique. Est-ce que pour ces problématiques de langue, de diffusion de la connaissance sur nos identités, est-ce qu'il n'est pas souhaitable d'impliquer les gouvernants? Bah, tout d'abord, vous savez, ce sont les gouvernants qui donnent la direction. Parce qu'en fait, souvent, c'est à travers des lois qu'on met en place certaines choses. Mais les gouvernants, parfois, très souvent, ont besoin aussi de la société civile qui pousse dans un sens et finissent par être dans l'obligation de faire. Bon, actuellement, je dois avouer que je suis dans une phase où je suis un peu déprimé de la politique dans mon pays. Je dois avouer que parfois, je me dis qu'ils font des choses et en fait, ouais, ils font des choses peut-être sans prendre la mesure de ce qu'ils font, sans questionner les personnes de la société civile qui pourraient leur donner des directions plus précises. Et ouais, il y a des fois que je comprends pas. Mais oui, oui, ce sont les politiques qui sont en capacité d'impulser par des lois certaines choses. Absolument. Parce qu'à partir du moment où il y a des lois et que chacun de nous, nous sommes éduqués comment, euh, à respecter les lois, parce que nous sommes éduqués à travers les lois, et même si les lois parfois ne sont pas justes, on va les appliquer. Donc, voilà pourquoi les politiques doivent mettre en place des places pour justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de livres dans les langues traditionnelles et que la langue traditionnelle soit extrêmement respectée et de veiller que s'il y a une hiérarchie, que la langue traditionnelle soit celle qui est tout en haut, parce que c'est quelque part valorisé toute une histoire extrêmement longue. Ben, c'est tout à fait notre vision, justement, des langues nationales. Mais en parlant des écueils vers cette déconstruction de ces schémas de domination, vous avez évoqué dans votre livre le color blindness, qui, selon vous, est vraiment préjudiciable à cette avancée-là. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi? Alors c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que, de toute façon, il est préférable de voir qu'être aveugle. D'accord? En règle générale, je pense qu'il est préférable d'être confronté à la réalité ou de nier la réalité. C'est-à-dire que il y a des identités liées à la couleur de la peau qui sont malheureusement historiques. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a construit des identités liées à la couleur de la peau, comme on a construit des identités liées au genre. Donc, en fait, il faut les questionner. Pour les questionner, en fait, vous pouvez pas dire que ça n'existe pas. Parce que si vous dites que ça n'existe pas, en fait, ça ne fait pas dire qu'en fait, les problèmes mais ne vont pas continuer. Et je pense que pour dépasser les problèmes, en fait, c'est confronter à une réalité qui est d'aujourd'hui et questionner le passé pour voir en fait que le passé structure ce que nous vivons aujourd'hui. Et je trouve ça extrêmement dangereux et extrêmement hypocrite en fait de dire que en fait, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre sexualité, peu importe votre genre, en fait, ça ne change rien de ce que vous vivez dans l'espace public. Ben, c'est faux. Et ceux qui peuvent dire que ça ne change rien dans l'espace public, c'est ceux qui sont dans la catégorie dominante.
parce qu'ils ne subissent pas certaines choses. Et donc, ils peuvent avoir ce luxe de nier. Et moi, je pense que, étant donné que je suis vu comme un homme noir, je n'ai pas ce luxe. Je suis obligé de questionner, notamment pour mes enfants, et leur dire, voilà, vous êtes deux garçons noirs, et bien, il faut questionner cette catégorie. Et il ne faut pas vous laisser piéger par cette catégorie. Parce qu'en fait, questionner la catégorie, voir la catégorie, ça vous permet aussi de vous échapper de cette catégorie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on vous enferme dans votre genre, vous êtes une femme, bon, vous pouvez finir par intégrer l'idée que comme vous êtes une femme, il y a une façon d'être femme, il y a des choses à faire parce que vous êtes une femme. Et donc, questionner la catégorie, c'est dire, non mais attendez, c'est quoi cette histoire en fait? Qui a mis ça en place? Je suis pas d'accord avec ça. Questionner la catégorie noire, c'est aussi justement sortir de la peur, sortir de certains schémas, pour justement se percevoir comme un être humain avant tout. Mais questionner la catégorie blanche, mais très souvent, c'est extrêmement plus compliqué pour les personnes blanches. Pourquoi? Parce que historiquement, on a construit la catégorie blanche comme étant dominante. Et donc, c'est très compliqué d'être confronté à cette domination et se dire oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile de questionner la catégorie noire et de vouloir s'échapper de cette catégorie et de changer les catégories. Mais ça, c'est historique parce que très souvent, encore une fois, il est beaucoup plus facile de vouloir le changement parce que vous savez que le changement va emmener un bien-être normalement. Et donc, c'est pour cela que je pense qu'il est important vraiment de questionner les catégories pour pouvoir les rediscuter, en fait, et pour pouvoir s'y échapper. Et dans le livre, dans la conclusion, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on puisse questionner ces catégories pour pouvoir en sortir et se positionner avant tout comme des êtres humains. Là, je repasse la parole à... Yasmine, ton micro est encore coupé. Yasmine. Je crois qu'elle passer la parole, je l'arrache donc. Merci Yasmine. J'avais une question subsidiaire, Lilian, en rapport avec le commentaire d'un de vos lecteurs concernant le premier ouvrage. J'ai regardé comme ça sur Internet et il y a un commentateur qui avait dit cet ouvrage, lorsqu'on le parcourt, c'est un véritable vaccin contre le racisme. Et quand vous étiez à Yaoundé, j'espérais pouvoir prendre la parole pour vous faire la suggestion publiquement et solennellement. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Et du coup, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, ce vaccin qui n'a pas encore de nom, pourquoi on ne l'appellerait pas Turamicine? Et comme ça, on mettra une dose à chacun des partis qui restent encore dans une forme d'inertie, les décideurs gouvernementaux, ceux qui ne comprennent pas encore les enjeux de la question, les philosophes, les universitaires, parce qu'il faut quand même dire que les questions de racisme ont été théorisées par certains philosophes. Et donc, aujourd'hui, ceux qui sont là devraient pouvoir reprendre la question et le remettre dans le bon sens. Donc, mon idée, c'était, qu'est-ce que vous penserez d'un vaccin qu'on pourrait dénommer Turamicine? Et comme ça, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui ne comprend pas le message, on lui file une dose. Vous savez, très souvent, malheureusement, les élites finissent par croire qu'il n'y a pas de problème. Enfin, finissent par vouloir nous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème pour eux. C'est comme la langue, d'accord, la langue traditionnelle. Ben, faire en sorte que tout le monde parle la langue traditionnelle et que la langue traditionnelle soit mise tout en haut de l'échelle, en fait, c'est pas quelque chose qui est très important pour les élites. Parce que comme, en fait, ils maîtrisent beaucoup plus facilement le français dans leur environnement, ça veut dire que ça participe à une certaine façon de domination à travers la langue.
Mais ça, ça peut être aussi la même chose en France, hein. C'est-à-dire que effectivement, il y a une domination par qui maîtrise la langue. Plus vous allez maîtriser la langue, plus vous allez avoir accès justement à des environnements, plus vous allez vous reconnaître entre vous. Et donc, voilà pourquoi certaines personnes de l'élite ne vont rien faire pour changer les choses. Parce que beaucoup, malheureusement, des élites en Afrique, en fait, ont une vision du monde occidental, je dirais presque fantasmée parfois. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici, mais il y a un certain fantasme que là-bas serait mieux. Donc, ça veut dire qu'ils ne font rien parfois pour aussi développer où est-ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que plus vous allez développer, plus en fait, on va contester la légitimité que vous soyez des élites. Mais ça, c'est exactement la même chose dans tous les pays, hein. C'est-à-dire que dans mon pays, en France, ben, c'est pareil aussi. C'est-à-dire qu'il y a une vision élitiste du monde et qu'en fait, ceux qui sont un peu loin de cette élite, loin, en fait. Et moi, ce qui me semble, par exemple, extrêmement compliqué et incompréhensible, hein, de mon côté, c'est que la vraie richesse d'un pays, ce sont les gens, c'est la population, ce sont notamment les jeunes. Et donc, plus les jeunes vont être éduqués, plus en fait, votre pays sera amené à grandir. Ça veut dire que c'est une question de formation. Plus il y a des gens formés, mieux ce sera. Mais si vous formez les gens à travers leur langue, c'est quand même plus facile et la probabilité qu'ils seraient mieux formés est plus importante. C'est comme si en France, tout d'un coup, je sais pas, nous étions formés pas en français, mais allez, en anglais. Ben, ce serait très compliqué. Ou en chinois, ce serait très compliqué. C'est-à-dire qu'il est préférable d'être formé dans la langue maternelle parce que vous allez donner le meilleur de vous-même. Donc, voilà, c'est-à-dire que il faut déjà que les équipes fassent un travail de déconstruction parce que enfin, bon. Ouais, il faut que moi encore une fois que ce soit en France ou dans d'autres pays, je pense que les élites en se pensant élites développent un complexe de supériorité en fait. Et parfois ce complexe de supériorité en fait nuit à la population et au développement du pays. Voilà. C'est vrai, d'autant plus que ici, chez nous en Afrique, lorsque ce qu'on considère comme des élites atteignent par exemple un niveau élevé de pratique, on dirait par exemple la langue française, ben, on dit qu'ils parlent comme un blanc. On dirait qu'ils parlent bien comme un blanc. Je ne vois pas, on ne pourrait pas dire d'un Français qui pratique le chinois ou l'anglais qui parle déjà comme un anglais. Donc c'est assez complexe. Mais bon, voilà, mais il y a un travail à faire. Donc, voilà, mais on va leur filer des doses de turamycine. Il y a déjà une première molécule, version mes étoiles noires, une deuxième molécule améliorée de la pensée blanche et on espère une troisième molécule plus raffinée qui va permettre d'interpeller davantage tous ceux qui tournent encore le dos à ces questions profondes et traumatisantes de notre jeunesse africaine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui pourraient participer à l'échange. La console au niveau de l'Alliance nous le fera savoir. Sinon, peut-être une dernière question viendra après. Ok. Serge, Yasmine, je me permets, on peut tout à fait laisser la parole, il reste encore une petite vingtaine de minutes maximum, aux personnes qui le voudraient dans la salle, dans cette salle virtuelle. Donc peut-être que s'il y a des questions, que des gens lèvent la main ou ouvrent leur micro pour poser la question. C'est le moment. Non, pas de questions. Pour l'instant, non. Alors, si vous... Serge, je prends une dernière question, une dernière... oui. Une dernière question, peut-être précédée d'une petite digression.
dans le processus que nous qualifions de coédition solidaire, en fait, l'idée, c'est effectivement de donner une chance à chacun, même ceux qui ont des pouvoirs d'achat assez limités, de pouvoir accéder à la lecture et en particulier à des lectures pertinentes comme celle que vous proposez dans vos réflexions. J'évoquais une digression, toujours parlant de nos élites. Euh, dans nos précédentes activités de coédition, on a publié le premier agrégé d'histoire en Afrique. Il s'appelait Joseph Kizerbo, aujourd'hui décédé. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce Joseph Kizerbo lorsqu'on présentait cet ouvrage. C'était à Genève. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait frappé. Il m'a dit, on discutait comme ça des affaires du monde, il me dit, mon fils, le monde entier sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, sauf les Africains. Et il a ajouté, si jamais on avait dit l'Europe ou l'Amérique est le berceau de l'humanité, il y a au moins deux choses qui se feraient. Déjà, on rappellerait ça à chaque fois qu'on va présenter un journal télévisé ou audio, pour que le monde bien le sache. Et peut-être même, on créerait une taxe à l'échelle mondiale que tout le monde paierait peut-être à travers les billets d'avion ou autres pour leur rappeler que l'Europe ou l'Amérique serait bien le berceau de l'humanité. Mais nous, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Presque aucun Africain n'en parle et ne fait valoir cela. Donc, tout cela pour dire que parfois, nous reposons sur des mines d'or. Ça, c'est pour déconstruire un peu les idées préconçues qui parfois empêchent des gens de se valoriser, d'avoir l'amour pour eux-mêmes et donc de percevoir le monde autrement. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que, encore une fois, s'agissant des élites, parce que vous êtes très à l'aise sur le micro, et est-ce que vous avez l'impression, même en France, ou alors quand vous sillonnez le monde, d'être en phase avec les éducateurs, en l'occurrence ceux qui sont dans des disciplines spécifiques, pouvant donner une chance de comprendre les enjeux du problème et donc de faire passer mieux le message à la jeunesse mondiale? Encore une fois, vous savez, je pense que c'est très important d'apprendre à se connaître. Je crois que si on doit inculquer quelque chose aux enfants, c'est justement tout au long de ta vie, faire en sorte d'apprendre à te connaître. Et je reste persuadé à partir du moment où, effectivement, vous savez exactement qui vous êtes. Quand vous êtes lucide sur ce que vous êtes, il est beaucoup plus facile de donner le meilleur de vous-même et d'aller vers les autres. Mais il faut savoir qui vous êtes. Et je reste persuadé que pendant des siècles et des siècles, lorsque il y avait cette domination idéologique du suprémacisme blanc, c'est justement, vous n'apprenez pas à vous connaître. Parce que vous vous regardez, vous apprenez votre histoire à travers ce prisme-là. Mais ce prisme-là ne peut pas être bienveillant avec vous. Parce que ce prisme-là essaye de vous dire que vous devez être différent. Et ce que vous êtes, en fait, n'est pas bien. N'est pas bien. Et donc, si vous voulez être bien, il faut se rapprocher de ce prisme blanc. Et donc, c'est cette éducation que, il n'y a pas si longtemps, qui était généralisée. Donc, voilà pourquoi, effectivement, M. Kizerbo a raison. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à se regarder pour se connaître. Et se connaître, c'est aussi pouvoir se critiquer. Parce que se connaître, c'est aussi ça, avant tout, se remettre en question. Et je reste persuadé que aujourd'hui, de plus en plus de jeunes africains se questionnent et apprennent à se connaître, apprennent à connaître l'Afrique et comprennent qu'effectivement, en fait, les jeux ne sont pas, comment je pourrais dire, honnêtes. Et donc, il faut rediscuter les négociations. Mais je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi, parce qu'on sent qu'il y a des mouvements, des prises de conscience. Et donc, oui, et il faut inviter justement, enfin non, il faut avoir des élites qui veulent aussi être dans cette démarche intellectuelle, c'est-à-dire
je me connais, nous nous connaissons, et en fait, nous allons faire dans ce sens-là, et nous allons faire dans ce sens-là, si vous êtes ce, nous allons faire dans ce sens-là avec des gens qui vont nous respecter. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire seul, mais vous devez choisir des personnes qui vont respecter qui vous êtes. Mais je pense qu'il y a bien évidemment une prise de conscience, il y a de plus en plus de jeunes, il y a des questionnements, peu importe que vous soyez en Afrique ou en Europe, il y a des discussions pour passer à autre chose, faire différemment. Voilà. Alors, il me vient une question, si je peux me permettre. Vous Oui. m'entendez? Alors, justement, pour cette déconstruction, reconstruction, est-ce que ce serait pas important de questionner justement le conditionnement religieux quand on sait les ravages que ça fait en Afrique? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir un peu de ce côté-là aussi? Alors, moi, je pense que lorsque on questionne nos conditionnements, il faut tout questionner. Et vous avez raison que le conditionnement religieux est extrêmement important. Parce que le conditionnement religieux conditionne l'intimité. C'est-à-dire que l'intimité, c'est effectivement des choses que vous seul parfois savez. Et donc c'est pour cela qu'il faut questionner le conditionnement religieux. Parce qu'encore une fois, il faut savoir quand est-ce que la religion est arrivée, pourquoi la religion est arrivée, pourquoi on a été conditionné dans ce sens. Et ça aussi, par exemple, ma maman, elle est très, très religieuse. C'est une catholique. Elle est très religieuse. C'est-à-dire que la première des choses qu'elle fait avant de mettre le pied, d'accord, à terre, avant de mettre son pied par terre les matins, donc je veux dire quand elle est dans son lit, elle fait la prière. Et donc, comme ma maman et j'ai un rapport très, très, comment je dirais, on rigole beaucoup avec ma maman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très joyeuse et tout. On peut parler de tout et de rien. Et donc, moi, je l'embête depuis des années, des années. Et je lui dis, mais maman, attends, mais je comprends pas. Mais est-ce que tu sais pourquoi, en fait, tu es aussi religieuse? Est-ce que tu sais pourquoi, aux Antilles, il y a cette religion? Elle me dit, bah, non. Je lui dis, bah, parce que c'est lié à l'esclavage, en fait. La première des choses qu'on faisait aux esclaves, c'est qu'on les baptisait et on les obligeait. Mais tu sais pourquoi on les obligeait ou pas? En fait, c'est une façon de contrôler leur intimité. Parce que la religion contrôle l'intimité. Et je lui dis, mais maman, en fait, par exemple, quand tu vas à l'église, parce que souvent quand je suis aux Antilles, donc je vais à l'église avec ma maman et tout ça, et donc j'embête sur ce que le prêtre dit, je dis maman, je m'arrête, exagère, et on rigole et tout ça. Il dit non, mais mon fils dit pas ça. Et donc je lui dis mais maman, est-ce que tu as vu que sur les vitraux de l'église, il y a que des blancs? Je dis bah c'est un peu bizarre quand même, non maman? Je lui dis euh, et je dis, mais toi, la première, si jamais tu rentres dans une église et que sur les vitraux, là, sur les murs, il y aurait que des noirs, eh bien, vous créerez un scandale et vous sortirez en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais, et donc, en fait, vous savez, même avec mes enfants, on rigole de tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas être croyant. En fait, c'est comprendre, c'est Absolument. questionner. C'est-à-dire, parce que être croyant, c'est autre chose. Je pense que, en fait, il n'y a pas de civilisation sans croyance, en fait. Donc, être croyant, mais en fait, questionner. Et je dis souvent aux enfants, décrivez-moi Dieu. Et souvent, ils me décrivent un homme blanc, avec une grande barbe blanche. Et quand ce sont des enfants noirs, je leur dis, mais attendez, mais pourquoi vous pensez que Dieu, tout d'abord, c'est un homme blanc, alors que vous êtes marron? Et on a dit que Dieu a fait les hommes à leur image. Et donc, en fait, l'idée, c'est encore une fois,
c'est pouvoir, ben oui, questionner les conditionnements, mais tranquillement, sereinement, pour voir qu'effectivement, dans le conditionnement religieux, en fait, il y a aussi déjà cette hiérarchie selon la couleur de la peau. Dans les religions, il y a cette hiérarchie selon le genre. C'est-à-dire que moi, je dis très souvent que quand je fais des conférences, mais Dieu, en fait, c'est une femme noire. Mais pourquoi? Parce que c'est ma maman. Vous voyez? Et donc, et donc, je pense que c'est vraiment sourire de tout ça, voilà. Et là aussi, par exemple, la représentation d'un Dieu blanc, là aussi, c'est une construction qui est datée d'ailleurs, parce qu'avant, on ne représentait pas Dieu. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est montrer comment, en fait, les croyances ont aussi des constructions à un moment donné de l'histoire pour des buts bien précis. La religion, c'est fondamental. Fondamental. Alors, je profite pour dire bonjour à votre maman Mariana. Je lui Et dirai. du coup, très bien. Du coup, Lilian, excusez-moi. Euh, lorsqu'on vous traite de sale blanc, vous avez 4 ans, et lorsque vous l'évoquez auprès de Mariana, votre maman, elle vous dit, ben, c'est comme ça. Voilà. Chez nous, on dit c'est comme ça, on va faire comment? Alors, maintenant que vous vous êtes lancé dans ce combat, vous avez écrit, de plus en plus vous êtes écouté, vous diffusez, vous déconstruisez cette vision du monde, vous tentez de la reconstruire. Qu'est-ce qu'elle répondait après ce parcours à votre même questionnement aujourd'hui? Bah, écoutez, là aussi, pareil, les insultes, c'est lié à une histoire, il faut comprendre l'histoire. Et il faut simplement que les personnes qui sont insultées sachent qu'en fait, ils sont du côté de la vérité et que les personnes qui ont un problème, ben, ce sont les personnes racistes. Ça aussi, c'est très important. Parce que sinon, les enfants pourraient intégrer ben, qu'ils auraient un problème. Et ça, c'est la pire des choses. Et d'ailleurs, pour toutes sortes comment je dirais, de violences à l'école, c'est-à-dire que en ce moment en France, on parle beaucoup du fait d'être harcelé, mais il faut pouvoir éduquer les enfants pour leur faire comprendre que effectivement, c'est l'autre qui a un problème, c'est pas vous. Parce Oui. que quand vous avez compris ça, vous pouvez vous protéger. Parce que quand vous harcèle, vous finissez par intégrer l'idée qu'effectivement, vous avez un problème, vous n'êtes pas comme les autres. Ben non, vous n'avez pas de problème. Ce sont ces personnes qui harcèlent qui ont un problème. Je pense que c'est très important de le répéter sans cesse. Et d'ailleurs, par exemple, une fois, j'avais rencontré des jeunes filles et qui me disaient oui, je crois que c'était des Camerounais. On disait, mais Monsieur Thuram, en fait, sur l'histoire de l'éducation des femmes par rapport à la violence des hommes, à la domination des hommes, en fait, nos parents, ils n'arrêtent pas de nous fatiguer. D'accord? Pourquoi ils éduquent pas les garçons? En fait, c'est ça le problème. Quand vous êtes une femme, que vous avez compris qu'effectivement, quand on va commencer à vous parler, vous allez dire, oh, mais éduquez les garçons à se comporter correctement parce que c'est eux qui ont un problème. Eh bien, on change la donne. Et c'est pour ça que, en fait, il faut discuter ces sujets pour pouvoir euh, renvoyer le dé qu'en fait, vous avez un problème. Vous devez vous éduquer, en fait. D'ailleurs, sur cette question des pratiques discriminatoires, pour rester dans l'actualité de ces pratiques, est-ce que vous mettez sur le même palier les problématiques de racisme, d'homophobie, voilà, et toute cette bataille que mènent, on va dire, les féministes? Parce que parfois, on se cache derrière tel ou tel aspect pour noyer davantage d'autres. Est-ce que toutes ces crises de l'actualité, on va dire, humaine, est-ce qu'on peut les mettre sur le même palier? Ou alors, il y en a qui présentent une gravité plus avérée que d'autres? Alors, tout d'abord, ça dépend dans quelle catégorie vous vous situez vous-même. Parce que si vous, si vous vous situez dans la catégorie opprimée, ben vous allez dire que en fait, c'est cette catégorie et c'est ça qui est le plus important. Parce que vous parlez de vous. Moi, je pense que
il faut expliquer que très souvent, ce sont les mêmes mécanismes. En fait, ce sont des mécanismes de domination et qu'on veut vous faire passer ça comme bah, c'est normal, parce que c'est un fait culturel. Il y a une telle profondeur historique que c'est normal, que ça a toujours été comme ça et qu'on ne peut rien faire. Après, il faut faire attention de ne pas noyer le tout dans le racisme. Parce qu'en fait, le racisme qui touche les personnes de couleur dite noire, en fait, c'est spécifique. Et donc, il faut parler de cette spécificité lorsqu'on parle du racisme lié à la couleur de la peau. Et ce qui est très intéressant, vous allez voir que d'ailleurs dans le monde, et notamment en France, le racisme anti-noir est tellement puissant, tellement violent, qu'en fait, qu'on ne le nomme pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom pour la spécificité du racisme anti-noir. D'accord? C'est-à-dire que pour certains même, ça va plus loin. Ils vont dire le racisme anti-blanc, mais ils ne vont pas dire le racisme anti-noir. C'est-à-dire le racisme anti-blanc existe. Oui. Le racisme anti-noir n'est pas nommé. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui. C'est que dans l'espace public, vous n'entendez jamais le racisme anti-noir. Ça veut dire spécifié au noir. Il y a le racisme. Et donc, on va dire oui, oui, il y a les origines. On mélange tout. Les origines, la religion. Mais il n'y a pas de spécificité sur le racisme anti-noir, la haine des Noirs. Et je pense que ça, c'est le prochain, peut-être, la prochaine analyse qu'il faudra développer. La spécificité du racisme anti-noir. Parce que lorsqu'on parle de l'esclavage, par exemple, de la traite négrière, on parle du racisme anti-noir, on parle de la violence anti-noire. Lorsqu'on parle des marches aux États-Unis, on parle de ça, mais on ne le nomme pas. Et la haine la plus répandue dans le monde, c'est la haine des Noirs. C'est ça, la haine la plus répandue dans le monde, c'est la haine des Noirs. Vous savez pourquoi? Parce que même sur le continent africain, où on pourrait se dire qu'il n'y a pas de haine des Noirs. Si, il y a la haine des Noirs. Parce qu'en fait, plus vous êtes foncé, plus vous êtes mal vu. Moi, je suis antillais. D'accord? C'est-à-dire que les Antilles s'est construite sur cette idéologie de la hiérarchie selon la couleur de la peau. D'accord? Donc, ça veut dire que normalement, si vous analysez votre histoire, si vous déconstruisez votre histoire, en fait, vous allez rejeter cette hiérarchie, normalement. Mais comme le travail n'a pas été fait, aujourd'hui encore aux Antilles, il y a une haine contre les plus noirs. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'analyser et de nommer les choses. La haine des Noirs. Oui. Et je discutais avec... Serge, excuse-moi, Serge, je te coupe. Il est l'heure de finaliser. Je laisse la parole à Yasmine, excuse-moi. Tout compris, d'accord. Yasmine, si ça te va. Ton micro est éteint, Yasmine? Voilà. Je vous autorise encore 1 minute et puis ensuite Merci, il faut vraiment clôturer. Yasmine, il faut que tu ouvres ton micro. On ne t'entend pas, Yasmine. Il faut que tu désactives. On ne t'entend pas, Yasmine. Il faut que tu actives ton son. C'est bon? Oui. Parfait. Super. Tu as le mot de la fin, Yasmine. Ok. Bah, franchement, on pourrait en parler encore des heures et des heures. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu de questions du public parce que ça aurait aussi permis de faire avancer la discussion. Alors, un grand merci à tous ceux qui étaient présents. Un grand merci à Lilian pour sa disponibilité à accompagner cette coédition. Je songe à une future tournée qu'on espère pas
pas trop lointaine. Nos remerciements aussi à Philippe Ray, pour qui j'aurais eu une question, parce que le titre de l'ouvrage La pensée blanche, bon, enfin, traditionnellement, on aurait écrit pensée avec un P majuscule, mais là, j'ai vu qu'il était en majuscule. Donc, j'aurais voulu savoir si c'était. Enfin, je sais que c'est pas fortuit et j'aurais bien aimé en parler avec lui. On en aura l'occasion. Encore une fois, merci aussi à l'Alliance, à toute l'équipe de l'Alliance, pour cette très belle initiative. Et puis, à très vite autour de cette coédition. Alors, je rappelle que Babelika, le salon Babelika, c'est sur 3 jours, donc du 20 au 22, avec le jour de la biodiversité qui sera demain. Et merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.